Allô, bonsoir et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Gédiel Adefoulou et je suis inscrit en Master 1 à IFRI en sécurité informatique. Ce soir, nous allons ensemble discuter des architectures logicielles. Nous allons voir ensemble comment on peut par exemple le mettre en place dans une architecture typique. Et ce soir, le système que nous allons mettre en place est un système de diffusion physique de publicité réparti dans les villes et supermarchés contextuels en fonction de l'heure, de la journée et de la météo. Je serai accompagné pour cette vidéo de Nyanklo Maounion, Agoudjabé Abdias, Moncho Shedrak Banek, Sinato Koshus et de Yalou Godwin. Sans plus tarder, je laisse la parole à Nyanklo Maounion pour nous présenter les besoins fonctionnels de ce système. Nyanklo, tu as la parole. Ok, merci. Bonsoir. Moi, c'est Nyanklo Maounion, étudiante en Master Ingénierie logicielle à IFRI. Je suis là ce soir pour vous présenter les besoins fonctionnels du client. Ici, notre client, c'est une entreprise qui essaie de faire sa publicité sur un panneau publicitaire dans le centre-ville, mais on remarque que sa méthode utilisée ne marche pas. C'est-à-dire la publicité n'intéresse pas le grand public. Donc, notre objectif, c'est de rendre sa publicité un peu visible pour que le public soit intéressé, tout en programmant les différents types ou bien les publicités spécifiques selon le temps, la météo, l'environnement et toutes les caractéristiques qui comptent. Donc ça, c'est l'objectif. Donc c'est le besoin fonctionnel du client que j'ai à présenter. Je passe la parole au suivant. Merci. Merci beaucoup pour nous avoir présenté ces besoins. Comme elle a dit si bien, le système que nous désirons mettre en place, c'est un système pour la diffusion. Ainsi donc, pour pouvoir mettre en place l'architecture, il est important pour nous de pouvoir analyser le système et proposer des vues. Ici, nous allons nous baser sur le modèle de vue de Krushnel, qui est souvent utilisé pour communiquer les différents aspects d'une application logicielle de manière claire et structurée, ce qui facilite ainsi la communication entre les différents intervenants dans un projet de développement logiciel. Et surtout, il permet de garantir que tous les aspects de l'application sont pris en compte lors de la conception et de la mise en place de l'application. Ainsi, comme vous pouvez le voir sur l'écran, cette vue est composée de 5 vues, principalement la vue de cas d'utilisation, la vue de processus, la vue logique, la vue de déploiement, la vue de développement. Ensemble, nous allons vous présenter ces différents vues. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à Shedrak Banek qui va nous présenter les deux premières vues, à savoir la vue de cas d'utilisation et la vue de processus. Shedrak, on a ton attention. Oui, Shedrak, on t'écoute pour la présentation des deux premières vues. Bon, en attendant que Shedrak ne puisse prendre la parole, on va passer à d'autres vues d'abord en attendant sa présentation. Nous allons d'abord parler de deux autres vues principaux, c'est-à-dire la vue de développement et la vue logique, qui seraient toujours présentées par Nyanklo Maounion. On t'écoute. Ok, nous allons commencer par la vue logique. La vue logique nous présente ici le diagramme de classe. Et dans le diagramme de classe, nous avons les différentes classes dont les entités seront développées pour pouvoir mettre en place notre programme. Ici, nous avons la classe utilisateur, la classe client, la classe tag, la classe diffusion,
la classe panneau, la classe emplacement et la classe d'association TAC. Bon, l'objectif n'est pas juste de citer les classes, mais de donner leur rôle et ce qu'elles signifient. Donc là, nous avons différents types d'attributs. Bon, là, nous allons parler de colonnes parce qu'on est en UML. Donc, nous avons la colonne identifiant le login et le password pour l'utilisateur, par exemple. Donc, c'est le même processus qui est suivi partout. Je vais aller rapidement. L'utilisateur, lui, euh, dans notre cas ici, c'est l'administrateur. Il peut programmer des publicités selon l'identité de la publicité et le visuel. Et donc, on a le client qui accède à cette publicité-là. Nous avons le tag, c'est-à-dire le label qu'on met, en fait, l'étiquette qu'on colle à cette publicité pour pouvoir le reconnaître parmi les catégories de publicité qu'on a. Et donc, entre la classe publicité et la classe tag, nous avons la classe d'association tag pub, voilà, qui est un lien d'association entre les deux classes. Au niveau de la classe, entre les classes publicité et les classes panneaux, nous avons aussi la classe association diffusion. Et donc, cette classe, ça nous permet de dire la date et la durée que va prendre une publicité, par exemple. Ensuite, parlons de l'emplacement. Quand on parle d'emplacement, c'est la catégorie, comme le montre le curseur. Cet emplacement est caractérisé par les catégories, les libellés et l'identifiant. Donc, avec ces différentes caractéristiques, on pourra savoir sur quelle machine envoyer la publicité pour la diffusion. Nous allons ensuite passer à la vue de développement. Ok, comme il est affiché sur l'écran ici, nous avons différents types de packages parce que c'est un diagramme de package ici que nous présente la vue de développement. Donc, nous avons le package gestion de publicité, le package suivant gestion de l'administration, gestion du client et gestion de l'emplacement. Comme vous l'aurez constaté, dans chaque package, on a différents types de classes qu'on aurait vu auparavant dans la vue logique. Donc, nous avons le package gestion de publicité et gestion de l'administration qui est importé dans le package gestion de publicité. Et la relation import permet de définir un lien entre les deux types de packages. Ce lien-là, en fait, permettra à l'administrateur d'apporter des modifications sur le package gestion de publicité. Ainsi de suite, entre l'administrateur et le gestion de l'emplacement, le panneau et l'emplacement. Donc, c'est la même explication. Ce même administrateur sera capable, à travers la relation import entre le paquet de gestion de l'administrateur et la gestion du client, d'agir sur ou bien de définir les différents clients auxquels seront envoyées la publicité en question. Donc, merci pour l'écoute. C'est ce que j'ai à vous présenter au niveau du diagramme de package dans la vue de développement. Je passe la parole au suivant. Merci. Nous allons ensuite repasser encore la parole à M. Shadrach Vanek, s'il est toujours là. M. Shadrach, vous avez la parole. Je suis là. Ok, on vous écoute. Oui, ici c'est Shadrach Vanek. Je suis chargé de vous présenter les vues des cas d'utilisation et les vues de séquence. Alors, pour les vues des cas d'utilisation, une vue des cas d'utilisation, c'est une interaction entre un utilisateur et un système, c'est-à-dire les différentes tâches spécifiques ou actions qu'il doit effectuer et un utilisateur vis-à-vis d'un système. Ainsi, dans notre vue et des cas d'utilisation, nous pouvons remarquer que notre utilisateur a plusieurs actions à accomplir. L'une des premières actions est de consulter les offres et ceci est effectué par un utilisateur de client. Les administrateurs, quant à eux, dans le système, ont plusieurs actions. D'abord, ils peuvent éditer un client
ou éditer une publicité. L'éditeur d'un client passe par plusieurs étapes. Elle commence d'abord par une authentification qui est la partie obligatoire. C'est d'ailleurs pourquoi on remarque que sur l'image, elle est en include. Elle est liée à travers l'éditeur d'un client, l'éditeur de publicité, montrant en fait qu'il faut s'authentifier avant montrant qu'il faut s'authentifier avant que le système n'effectue les actions. C'est uniquement les administrateurs qui ont la possibilité de le faire. Une fois l'authentification faite, ils pourront créer une partie des d'un client. Créer un client, par exemple, modifier un client, supprimer un client ou lister un client. Et avec deux actions, une publicité, ils ont la possibilité de modifier une publicité, créer une publicité, supprimer une publicité ou lister des publicités. Ça sera la fin pour le cas, vu des cas d'utilisation. En ce qui concerne le diagramme du processus, en clair, on voit qu'une vue du processus est une architecture logicielle qui permet de décrire les différentes étapes ou actions qui doivent être effectuées afin d'atteindre un objectif spécifique. Et donc, les différents processus qui sont décrits à travers ce schéma que nous voyons permettant de connaître de manière opérationnelle différentes étapes pour la conception de ce système. Dans ce cas, on utilise un diagramme de séquence qui permet de présenter les interactions entre les objets d'un système dans un ordre chronologique. Dans notre cas, suite au diagramme de cas d'utilisation que nous venons de voir, nous avons noté quelques processus. Dans un premier temps, nous allons parler des registres publicités. Pour l'enregistrement de publicité, l'action est effectuée par un administrateur et tout commence par la demande d'un formulaire. Le formulaire qui est effectué par ce même administrateur du système. Ce formulaire est renvoyé par le système. Ensuite, l'administrateur le soumet au système. Après vérification des informations, le système après vérification des informations, le système peut maintenant renvoyer l'information. Cela peut se faire en deux cas. Si les informations sont erronées, on rentre dans ce cas dans une boucle. Et le message d'erreur peut revenir plusieurs fois quand l'information n'est pas bonne. Mais quand il y a suffisamment de datés, l'information est vérifiée et c'est bon, la publicité peut être effectuée. La partie authentification, commence par l'administrateur qui demande un formulaire d'authentification au système. Le système lui fournit le formulaire et ensuite ce formulaire est rempli et après vérification des informations de ce formulaire, ces informations qui sont dans la base de données, si les informations sont identifiées et sont effectivement dans la base de données,
un message d'erreur peut être envoyé. Si les informations ne sont pas dans la base de données, un message d'erreur peut être envoyé. Si ces informations sont vraiment dans la base de données, c'est que c'est bon. C'est un peu le processus peut continuer si et seulement si c'est bon. Maintenant, si c'est que c'est pas bon, on rentre aussi dans une boucle et l'erreur sera renvoyée chaque fois jusqu'au. L'erreur sera renvoyée jusqu'à ce que et qu'on appelle le formulaire soit bon. Bon. Une fois la demande est effectuée par le système et l'envoi est bon, le client va faire maintenant un choix d'édition multiplié et qui va fonctionner grâce à notre application qui affiche le dashboard et l'administrateur va choisir la publicité qui doit être faite. En gros, voilà un peu, je présente le diagramme. Voilà un peu et à quoi se présente la vie de service. Merci beaucoup. Au Merci beaucoup, Shadrach Manek, pour cette belle présentation. Nous allons passer maintenant à la dernière vue, qui est la vue de déploiement, que je vais rapidement vous présenter. Alors, qu'est-ce que nous pouvons noter à ce niveau? D'abord, notons que la vue de déploiement est une vue, c'est un diagramme en fait qui décrit un aspect du système même. En fait, ce diagramme décrit le déploiement physique des informations générées par le logiciel sur des composants matériels. Donc, principalement, elle montre comment les systèmes doivent fonctionner entre eux. Principalement, on parle ici du système matériel. Dans des équipements, comment elles doivent par exemple faire tourner une application. Et ici sur le schéma, vous pouvez remarquer la représentation de différents appareils de ce système. Principalement, nous avons la base de données qui serait hébergée sur un serveur. Et ce serveur va tourner en fait une application MySQL. Ce dernier serait directement contacté par une API qui serait installée dans un autre serveur par un protocole. Le protocole HTTP. Ils vont pouvoir communiquer entre eux pour pouvoir recevoir les informations. Maintenant, la seule interface qui permettra en fait de pouvoir recevoir toutes ces informations auprès de la base de données, c'est évidemment ici, comme on peut le voir sur l'image, l'API. Cette API maintenant fournira maintenant les réponses suite aux demandes effectuées d'une part par le serveur ou qui va héberger en fait la partie back-office de notre système. Le back-office ici, il faut comprendre que c'est l'interface qui permettra aux administrateurs d'administrer le système en général. Donc, c'est une interface uniquement pour les administrateurs. Et c'est aussi le protocole HTTP qui serait utilisé dans ce cas. Ensuite, nous avons une application mobile. Et ici, comme vous pouvez le voir ici, le device n'est plus un serveur. C'est-à-dire, l'équipement n'est plus un serveur, mais c'est plutôt un écran. Donc, ce qui veut dire que l'application mobile serait installée sur un écran qui recevra les informations depuis l'API. Et enfin, nous avons au niveau aussi de la partie back-office, l'accès en fait à ce site serait effectué via un navigateur, comme vous pouvez le voir, qui serait installé sur un PC. Il utilisera aussi le protocole HTTP. Et comme vous pouvez le voir ici avec les traits en pointillés qui présentent en fait l'interaction entre les API et le serveur, montrant que cette interaction est vraiment dépendante. Donc tant que l'API ne serait pas disponible, le site web ne pourra pas fonctionner, non plus l'application mobile. Donc voilà ce que nous pouvons dire au niveau de ces vues. Nous venons de voir donc des vues assez simples, mais assez précis, qui permettront d'aider en fait le client de pouvoir déjà s'imaginer l'application qu'on propose de lui créer. Ainsi, la phase suivante serait maintenant de mettre en place une architecture type
de ces différentes fonctionnalités. On vient de voir les vues, mais il faudrait mettre maintenant en place les architectures. Et pour cela, rien de plus que d'utiliser l'architecture logicielle, qui décrit de manière symbolique et schématique les différents éléments d'un ou de plusieurs systèmes informatiques. Principalement, ça montre leur interaction. Et c'est ce que nous allons essayer de vous présenter tout de suite. Et ceci, je vais laisser la parole à Monsieur Juste, non, à Monsieur plutôt, à Monsieur Abdias, qui va essayer de nous parler en fait des différents choix d'architecture que nous avons choisis pour notre système de manière précise. Monsieur Abdias, vous avez la parole. Ok, bonsoir. Ici c'est Abdias Agoyegwe pour la présentation des architectures logicielles. Comme architecture, nous pouvons avoir un nombre infini d'architectures, mais au niveau de notre système, le système de diffusion de publicité automatique, nous pouvons avoir comme architecture l'architecture client-serveur, l'architecture orientée service, l'architecture microservice, l'architecture en couche et l'architecture en flotte de données. Donc, nous allons spécifier chaque architecture. L'architecture microservice. L'architecture microservice est une architecture orientée service, mais qui est concentrée encore plus sur la décomposition des applications en petits services indépendants et autonomes qui sont plutôt attribués à des tâches spécifiques. Donc, dans notre système à nous, l'architecture microservice sera utilisée de telle sorte que l'affichage et la plaque de publicité puissent s'occuper juste de la diffusion. Un service qui s'occupe juste de notre système, plutôt un service qui s'occupe juste de la publicité et de l'affichage de la publicité sur le panneau, et un autre service qui s'occupe de la gestion de la clientèle et tout ce qui s'ensuit. Nous aurons aussi l'architecture. J'ai dit, s'il te plaît. L'architecture en couche. L'architecture en couche, elle sépare les différentes fonctionnalités du système en plusieurs couches logicielles. Donc, dans notre système ici, cela signifierait que les couches pourraient être incluses. Il y aurait des couches qui seront incluses dans la présentation, des couches pour la gestion de données, des couches qui seront uniquement pour la gestion des utilisateurs, des couches pour les annonces, etc. Ça va permettre une flexibilité de notre système et peut-être et faciliter plutôt la maintenance dans le futur. Donc, nous allons passer à l'architecture suivante, l'architecture client-serveur. Architecture client-serveur qui sépare les fonctions de traitement de données entre un serveur centralisé et des clients. Bon, je n'ai pas besoin de trop expliquer là parce que je pense que le schéma, ça parle de lui-même. Donc, dans notre système à nous, si l'architecture client-serveur sera utilisée de telle sorte qu'il y aura des relations, il y aura des relations entre les annonces et les utilisateurs. Qu'est-ce que je dis? Non, excusez. L'architecture client-serveur au niveau de notre système serait utilisée de telle sorte que le serveur peut gérer les données qui sont relatives aux annonces et aux utilisateurs. Voilà. Et la partie client sera concentrée plus sur l'affichage et la personnalisation des annonces pour chaque utilisateur. Donc, l'architecture suivante sera l'architecture en flotte de données. Donc, l'architecture en flotte de données, l'architecture en flotte de données, elle permet de gérer les données
en les répartissant en plusieurs couches de traitement. Donc, si on va le mettre dans notre système, si on va utiliser l'architecture en bloc de données dans notre système, cela va signifier que les données relatives aux utilisateurs et aux annonces, les données plutôt relatives aux utilisateurs, aux annonces et aux statistiques seront gérées séparément. Donc là, ça va faciliter plus l'analyse des données et tout ce qui va avec. Donc là, je vais laisser la parole à Gédiel pour la suite de la présentation. Merci encore, Monsieur Abdias Aboudjogbe, de nous avoir parlé des différents types d'architecture qui seront adaptés à notre système. On vous a montré plusieurs architectures, n'est-ce pas? Mais parmi toutes ces architectures, lequel est le meilleur? La meilleure solution? À cet effet, je vais laisser parler juste Sina Toko pour nous parler du meilleur choix d'architecture et qui nous donnera aussi une justification de pourquoi nous avons pris cette architecture. Monsieur Juste, vous avez la parole. Alors, bonsoir chers tous, moi c'est Juste Sina Toko, étudiant en Master 1 en système d'information et réseau informatique à IFRI. Si je suis ici devant vous ce soir, c'est pour vous présenter le pourquoi nous avons décidé de choisir l'architecture microservice qui fait partie de l'un des choix du moins des architectures précédemment listées pour pouvoir faire le système de gestion de publicité dont nous avons eu à parler. Alors en effet, comme l'a dit l'un de mes prédécesseurs, le microservice, l'architecture microservice fait partie des architectures de développement qui consistent à décomposer une application en de petits services indépendants qui communiquent entre eux pour réaliser les tâches spécifiques. Si nous en tenons à l'architecture qui se présente devant nous, nous remarquons qu'il existe deux types de clients, le web et le panneau publicitaire. Le panneau publicitaire comme un client. Et le web serait une plateforme dont va se servir l'administrateur pour pouvoir mettre en place les publicités, pour pouvoir chérir les publicités, comme nous l'avons dit. Alors, les clients communiquent avec une API, pas des requêtes HTTP. Cette API communique avec des microservices tels que le microservice de gestion de publicité, de gestion des clients, de gestion des administrateurs et des emplacements. Alors, nous allons recueillir toutes les informations des microservices et les stocker dans une base de données. Alors, pourquoi nous avons décidé de choisir ce type d'architecture, qui est l'architecture microservice, pour la mise en place de notre système? Ce microservice, du moins, nous présente une panoplie d'avantages. Qu'est donc la flexibilité? En effet, les services peuvent être développés dans des langages différents et utiliser des technologies adaptées à leurs tâches spécifiques, ce qui permet de choisir les plus appropriés pour chaque service. Ce type d'architecture nous propose également une scalabilité. Chaque service peut être déployé et évoluer indépendamment des autres, qui permet de facilement ajouter de nouvelles fonctionnalités ou de gérer des pics de charge sans affecter l'ensemble de la plateforme. Et ce type d'architecture nous offre également la facilité de maintenance. En effet, si un service ne fonctionne pas correctement, il peut être isolé et corrigé sans affecter les autres services, ce qui facilite la résolution des problèmes et la maintenance de la plateforme. L'architecture nous offre également une réutilisabilité et une évolutivité. Elle nous permet aussi d'avoir un système sécurisé. En effet, les microservices peuvent être sécurisés indépendamment les uns des autres, ce qui permet de renforcer la sécurité de l'application dans son ensemble. En résumé, utiliser une architecture microservice pour une plateforme de gestion de publicité permet de développer et de gérer plus facilement une plateforme évolutive, flexible et facile à maintenir, d'autant plus qu'elle serait réutilisable. Alors voilà d'énormes avantages
que nous présente ce type d'architecture et ce pourquoi nous avons décidé d'utiliser ce type d'architecture qui est l'architecture microservice pour la mise en place de notre système de gestion de flexibilité. Merci de m'avoir suivi. Je laisse la parole à GTL pour vous présenter la suite. Merci encore, Monsieur Sinatoko, pour nous avoir parlé de ce choix et avoir expliqué le pourquoi de ce choix. Eh bien, nous voici presque à la fin de cette vidéo et nous allons passer à la dernière partie qui est la présentation en fait de la solution. Nous venons de voir pas mal de choses au cours de cette vidéo dans les différentes vues. Maintenant, nous allons laisser la parole à Monsieur Yalou Godwin qui nous parlera des solutions. Principalement, il va nous montrer par exemple de manière concrète les technologies que nous allons utiliser pour développer chaque aspect. Et pour terminer, il nous parlera aussi, nous présentera aussi les différentes vues, les différentes maquettes ou CRI que nous avons créées pour déployer en fait une telle solution. Nous passons la parole à Monsieur Godwin. Oui, je suis Godwin Yalou, je suis chargé de vous présenter les différentes vues, les différents wireframes, les différentes manières qu'on a pensé de réaliser cette solution. Donc, pour commencer, nous avons la première page, qui est la page d'authentification, où nous demandons à l'utilisateur, qui ici est notre administrateur, de s'authentifier en renseignant son identifiant et son mot de passe. La page qui suit, s'il te plaît. Oui. Non. Oh. Non. Page admin panel. Oh. Oui, voilà. Non. Là où il y a deux trucs jaunes là. Après ça. Admin panel. Non. Ça. Merci. Oh non. Oui, ça. Merci beaucoup. Oui. C'est bien. Donc, après s'être authentifié, l'administrateur a reçu cette page qui lui donne accès aux différentes manières de modifier ou les différentes actions auxquelles il a accès par notre interface. Donc, on peut éditer un client ou éditer une publicité. En bas, nous avons la liste des publicités en cours qu'il peut suivre en temps réel. OK. Page suivante, s'il te plaît. Ici, pour la première option, l'édition d'un client, ici, l'administrateur a la possibilité d'ajouter un nouveau client. C'est pour ça que la com, c'est pour un nouveau client, le bouton in en haut. Et juste en bas, nous avons la liste des différents clients qui sont déjà enregistrés, qui diffusent ou pas les publicités et qu'il peut modifier, qu'il peut supprimer, auquel il peut mettre des actions. Page suivante, s'il te plaît. Ici, nous avons la deuxième option, l'édition d'une publicité. Ou pareillement à l'édition du client, nous avons la possibilité d'ajouter une publicité tout en haut. Et en bas, nous avons la liste des publicités déjà enregistrées avec les options qui permettent de modifier et de supprimer les publicités. Merci. Page suivante. Ici, nous avons un exemple de rendu, affichage en local, on va dire, pour apprécier les rendus des publicités que nous faisons avant de le programmer. Page suivante, s'il te plaît. Voilà, merci. Déjà, je suppose que beaucoup vont se rappeler de cette image qui a été déjà présentée plus tôt. Mais ici, nous avons apporté la spécificité de
disons, mettre les différents moyens, les méthodes ou les solutions, voilà, que nous avons choisi d'utiliser, les moyens que nous avons choisi d'utiliser pour rendre ces différentes solutions présentées plutôt réelles. Donc, au niveau du client qui est web, nous avons décidé d'utiliser Vue.js. Au niveau du client, le panneau publicitaire qui est à afficher dans les villes, nous allons utiliser Flutter. À tout ça est relié une API qui sera tournée avec Laravel. Tout ça sera joint en bas par la base de données qui va prendre en compte la gestion des publicités, la gestion des clients, la gestion des administrateurs, la gestion des emplacements. Tout ça par notre architecture microservice. Page suivante. Merci. Donc, je laisse Gédiel prendre la suite. Merci. Une fois encore, merci beaucoup, Monsieur Godwin, pour nous avoir parlé de ces différentes architectures. Et nous voilà à la fin de cette vidéo. Qu'avons-nous appris? Nous venons de voir dans cette vidéo que l'utilisation d'une architecture logicielle, de la définition de ces différentes parties dont les vues et la définition d'une architecture et la représentation d'une solution, de la solution de manière visuelle, permettent plus facilement de pouvoir voir à quoi ressemblera le système. Elle facilitera la tâche non seulement à nous les informaticiens qui désirons déployer cette solution, mais aussi à notre client qui lui pourra facilement voir, comprendre ce système, mais aussi apporter directement les modifications qu'il désire tout au long du développement. Sur ce, nous allons terminer cette vidéo et nous vous remercions de nous avoir suivis.